Ma question est tout à fait simple. Je suis Madame Charlotte. Moi, vos histoires de PIB là, en tout cas, excusez-moi, je ne connais pas. Mais ma question va sur le plan social. Je vous ai suivi. Vous allez aux affaires de l'État, la caisse de l'État, où le budget est à 800 millions de dollars. Vous travaillez, vous remontez le budget à 4 milliards. 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. En 2011. En 2011, merci, Excellence. À 3 milliards et demi. Vous pensez aux fonctionnaires, aux agents de l'État. Et en vous suivant, ce sont les médecins qui sont bien payés à 2000 dollars. Ils quittent le 200. Les médecins 1000, 1500, hein, ce sont les profs qui touchent de 2000 dollars. Hein, mais encore maintenant, c'est la moitié à cause de l'érosion monétaire. Mais j'ai indiqué ça de manière emblématique, mais le reste, je ne suis pas entré dans le détail de tous les corps de métier. Ok, d'accord, je voudrais justement faire cette comparaison. Le médecin touche 1500 ou soit 2000 dollars. Mais aux agents de l'État, les fonctionnaires, ils coûtent de 15 dollars à 100 dollars. Est-ce que vous avez dit? Maintenant que vous n'êtes plus aux affaires, quand vous voyez ce décalage, cet écart, qu'est-ce que vous ressentez? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, moi, je pense vers les enseignants. Et ce sont les agents et fonctionnaires de l'État, les enseignants. Dans notre pays, au Congo, ce sont les délaissés, ce sont les misérables. Vous ne voyez pas qu'il y a un danger qui pour ces hommes-là, qui sont les formateurs de médecins de demain. Puisque après, dans 5, 6, 10 ans, moi je pense, si on ne fait pas attention, nous risquons de faire l'allocation des enseignants à l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs. Je l'ai dit puisqu'actuellement, nos jeunes gens qui terminent les sections pédagogiques vous disent, nous n'allons pas dans l'enseignement puisqu'il n'y a pas d'argent. Et vous, en tant que responsable, homme politique, qu'est-ce que vous en dites? Merci. Ou soit, sur l'arrivée que vous reveniez aux affaires de l'État, que feriez-vous des enseignants? J'ai dit, je vous remercie. Merci. Ce que je vais faire des enseignants, je ne les dirai pas maintenant, parce que les adversaires vont voler mes idées. Merci beaucoup, Excellence. Non, nous étions dans une cadence, dans un processus. Il fallait donner l'espoir à ces corps de métier, les gens d'en haut, pour faire rêver les jeunes. Mais compte tenu du nombre, parce que les enseignants, on avait une équation difficile. La première, c'est que quand nous arrivons, on avait 450 000 enseignants, mais 250 000 seulement étaient payés. Il fallait d'une part augmenter le salaire des enseignants, en même temps qu'il fallait doubler les effectifs du personnel enseignant à payer. La tranche budgétaire les concernant n'était pas suffisante. On était engagés d'aller plus haut en augmentant le budget global, d'abord le PIB du budget global. Aujourd'hui, avec le budget qui aurait pu être de 10 milliards, encore que le Premier ministre Matata avait promis de l'élever à 6 niveaux, c'était plus ou moins portable à la portée, compte tenu des croissances comme des taux de croissance déclarés, mais cela n'a pas été le cas. Mais dans l'hypothèse où on venait augmenter le budget à cette hauteur, on peut doubler les salaires des enseignants au fur et à mesure. C'était un processus, mais qui n'a pas continué, et je déplore. Et comme si cela ne suffisait pas, on leur a enlevé la moitié de ces salaires par l'inflation et l'érosion monétaire. C'est un processus qui doit continuer. Les États occidentaux sont ce qu'ils sont à cause de l'accumulation dans la durée de la richesse accumulée de génération en génération. Ce n'est pas le travail d'un quinquennat. Et quand un président de la République augmente le salaire de 10% ici, c'est plus que quand nous on double. Parce que les 10%, c'est les 10% des 5 000, 10 000. 10% des 5 000, c'est 500 $. Et moi, je fais le 100% des 50 $, je n'augmente que les 50 $. Donc, vous augmentez à partir de quel héritage, de quel niveau que vous trouvez. Et votre budget, et la masse salariale, et la production. Nous, quand nous faisons 10% de taux de croissance sur un PIB de départ de 40 milliards, c'est 4 milliards, on se vante.
Mais ceux qui font 3% de croissance sur un PIB de 2 000 milliards ou de 22 000 milliards dans votre pays ici, c'est des chiffres astronomiques. Donc nous partons d'une base très faible en termes d'héritage. Et les effets ne peuvent pas être ressentis véritablement parce qu'ils ne sont pas significatifs. Donc faire 100%, 200%, 300% sur un salaire de 20 $, c'est une performance, mais l'effet n'est pas grand parce que les pourcentages ainsi appliqués s'appliquent sur une base qui est faible. Et les résultats en chiffre absolu est aussi faible. Merci. Bon, jusque-là, il y a 2 hommes qui ont posé des questions, il y a une femme. Je voulais quand même balancer les choses. Est-ce que maman Moko a appuyé? Alors, la question sur le plan politique ou économique, ils ont posé Premier ministre honoré, Maman Moko. Maman Boniko. Ok. Merci, Son Excellence. En fait, nous sommes de la même formation. Moi, je suis de la formation avec le feu inspecteur Jacques Nguindou, Raymond Moukania. En même temps, je suis ingénieur chimiste ici aux États-Unis. En voyant le bilan que vous avez présenté, on trouve un bicéphalisme qui veut dire que vous ne contrôlez pas tout. Il y a une partie que vous ne contrôlez pas. Alors vous les regrets. Il y a quelque chose qui vous échappe, qui vous aurait permis de mieux faire. C'est ça. Vous me posez la question comme un féticheur, moi. Moi aussi, je vais vous répondre en féticheur. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'échappent. Le pouvoir politique pour un Premier ministre, il est organisé par la Constitution. Il y a des domaines qui sont de sa compétence, il y a d'autres domaines qui ne sont pas de sa compétence, qui sont de la souveraineté du président de la République. Donc il y a des éléments sur lesquels je ne peux pas rendre compte de manière rigoureuse et stricte. Et donc concédez-moi cela. Mais globalement, au nom de la solidarité gouvernementale, j'étais chef du gouvernement, le président était chef de l'exécutif, nous avons travaillé en étroite collaboration. Sachez que la politique ou le programme du gouvernement c'est élaboré par le Premier ministre en concertation avec le président de la République. Donc la politique que j'ai appliquée n'était pas celle du président de la République, elle était ma politique, mais lui, je devais lui rendre compte, il devait accepter. Et lui, en tant qu'autorité suprême, régule les institutions, dont la mienne, c'est-à-dire le gouvernement. Et donc la collaboration était bonne, tous les résultats. Les politiques publiques sont celles que nous avons convenues dans le cadre du partenariat Palou AMP. Et nous étions, bien que minoritaires dans cette majorité, par principe, c'est nous qui étions les chefs de la coalition, mais aussi le chef du gouvernement. La collaboration était bonne. S'il y a des aspects qui m'échappent, qui relèvent de la compétence du président de la République, c'est toujours possible et c'est tout à fait normal. Merci. Merci. Merci pour... C'est bon. Excusez-moi, monsieur Adolphe Musito, jusque-là, je vous ai suivi dernièrement à une intervention sur les plateaux des TV5. Vous avez été présenté comme candidat à la présidentielle. Mais jusque-là, notre modérateur ne nous l'a pas dit. Il vous présente toujours comme un Premier ministre honoraire. Par ça, j'ai 3 questions. La première est la suivante. Vous êtes aujourd'hui là, vous en faites des échanges, donc c'est une occasion pour moi pour vous poser cette question. Vous êtes réellement candidat à la présidentielle? Ça, c'était ma première question. La deuxième, vous êtes candidat pour quand vous serez, parce que je ne sais pas, il peut arriver que vous perdiez les élections.
mais vous pouvez faire des alliances pour avoir des postes. Ça sera pour sauvegarder vos biens acquis pendant l'exercice, parce que vous avez été dans les... Vous étiez élevé, vous étiez un homme élevé, il est arrivé que vous ayez le bien pendant ces moments-là. Mais est-ce que votre candidature à la présidentielle serait pour sauvegarder vos biens ou pas? Et la dernière question, selon TV5, selon cette intervention, vous êtes candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, si vous êtes président de la République démocratique du Congo, un pays vraiment entouré des choses, des guerres, nous les connaissons. Serez-vous en mesure de remettre toutes les choses en marche et de ne pas tomber aux erreurs de vos précédents qui tellement prenaient du miel et de lait ont oublié la population? C'était ça, merci. Merci. En fait, là, je commence par la seconde avant de passer à la deuxième et à la troisième. Candidature pour protéger les biens. Bien au contraire, quand vous êtes candidat, pour vous donner des coups. Chez nous, c'est un seul tour. Il n'y a pas d'alliance après ou au second tour. Non, quand vous êtes candidat, vous acceptez de vous mettre sur les champs de bataille, vous recevrez tous les coups et vous en donnerez. Je ne crois pas que, en perdant les élections, je serai prémuni par rapport à mes biens. Et si on veut me régler le compte, encore que je considère que le pouvoir politique que nous cherchons, de la part de celui qui l'aurait, ne suffirait pas pour qu'il me règle les comptes parce qu'il ne sera pas la justice. Et s'agissant de la justice, moi je crois beaucoup plus à la justice du peuple qu'à celle des institutions qui généralement est clientéliste. Donc je ne présente pas cette candidature, je ne présenterai pas la candidature pour me protéger contre mes adversaires. Au contraire, le débat politique va nous opposer et tout risque de nous opposer, y compris sentimentalement. Je ne sais pas assez pour que je redoute une quelconque logique de règlement de compte parce que je crois beaucoup à la justice et je pense aussi que la justice est là pour nous tous. Je dis bien pour nous tous. Alors, la deuxième question, vous vouliez savoir si je ferais différemment les choses. Oui, je ferais différemment les choses comme je les ai faites, comme jamais aucun gouvernement auparavant. Vous avez l'histoire de gestion dans notre pays et la collaboration de notre pays avec les institutions de Bretton Woods. Aucun gouvernement dans le passé, moi encore celui qui m'a succédé, qui a succédé le mieux, il a travaillé avec autant de fidélité, de loyauté, de discipline avec les institutions de Bretton Woods, qui par définition sont là pour coacher, pour surveiller les comptes publics, pour donner un équitus ou non avec des revues qui pour moi étaient concluantes et toutes. J'ai oublié d'indiquer tout à l'heure quand je parlais de mon gouvernement, à la question de savoir si j'étais content, fier d'avoir été Premier ministre de notre pays. Nous, quand on est arrivé, les FMI n'y étaient pas, il fallait passer par un programme informel pour obtenir qu'ils acceptent de revenir. Et nous étions disposés à travailler à livre ouvert avec tous nos comptes, toutes les procédures d'engagement de dépenses, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement. Toutes les procédures de passation de marché devaient suivre. Tous les dépassements devaient être justifiés. Voilà pourquoi, comme jamais auparavant, on a eu le cadre revu qui nous ont permis d'avoir des décaissements au profit du compte général du Trésor, au titre d'appui budgétaire, mais aussi au profit de la Banque centrale au titre d'appui à la balance des paiements. Donc, je ferai comme cela. Et parce que je pense que le Congo doit travailler dans la transparence en engageant des réformes assez sévères. Et cela suppose qu'on travaille avec les institutions de tant d'autres. Non pas pour qu'elles nous financent, parce qu'elles ne financent pas avec des montants colossaux. Ces institutions-là sont le gage qui montre au système financier international que le pays est géré dans la transparence et qu'on peut y investir, qu'on peut apporter de l'argent.
et qu'il engage des réformes, y compris pour libéraliser l'économie et lever faire sauter les verrous qui font aujourd'hui que toutes les entreprises publiques sont en faillite, en déficit d'exploitation. Elles consomment plus de richesses qu'elles en produisent, y compris la Banque centrale d'ailleurs. Nous n'aurons pas le temps de voir les chiffres. Et donc, j'ai fait comme je travaille avec la communauté internationale. Parce que le Congo a une petite fiscalité de 4 milliards, alors que nos défis se chiffrent à 50-100 milliards de dollars. Il faut mobiliser les ressources de la communauté internationale qui sont oisives en Occident, chez vous. Il y a des crédits même à taux d'intérêt zéro ou même négatif, c'est-à-dire nous doit déficit au bongo et à foutio. C'est lui qui te donne l'argent, il te paye un intérêt parce qu'il doit accepter de prendre son argent, parce qu'il ne sait quoi en faire. Évidemment, cet argent, il les place dans quelles conditions sur le plan de sécurité et le climat des affaires. Et donc, pour que nous, on augmente la production, on a besoin d'infrastructures pour qu'il y ait des échanges entre nos communautés qui aujourd'hui sont enclavées. Nos provinces se sont repliées chacune sur elles-mêmes. Et pour avoir ces ressources, il faut des réformes. Et pour mobiliser l'argent pour la SNEL, la Régie des eaux instituts, qui sont des entreprises qui plutôt, contrairement à ce qu'on dit, ah mais elles sont pléthoriques. Non, SNEL, Régie des eaux ne sont pas pléthoriques. Elles peuvent doubler, quadrupler les effectifs, il suffit qu'elles augmentent leur niveau d'activité et leur chiffre d'affaires qui aujourd'hui sont en bas parce qu'elles ont un outil de production vétuste. Elles sont trop grosses pour être flexibles, il faut faire le SNEL d'une dizaine d'entreprises. Séparer la production de la distribution, du transport, et ainsi de suite. Même chose à l'ONATRA. C'est des dizaines et des dizaines de milliards qu'on peut traîner dans notre pays au profit de ces secteurs qui sont porteurs. Et donc, je ferai les choses différemment. D'abord, il faut augmenter le gâteau à se partager. D'abord, il faut augmenter le gâteau à se partager. Le gâteau est tellement petit que quand un prédateur prend un petit morceau, il n'en reste plus rien pour les autres. 4 milliards de budget, 40 milliards de PIB, c'est un malheur. En principe, et c'est là qu'il faut jeter les fleurs au Congo, ces pays devaient déjà partir. Vous allez financer l'armée avec quoi? Si on nous malmène par de nos voisins, qui doivent nous parrainer pour notre sécurité, parrainer nos dirigeants. Parce qu'on ne peut pas financer l'armée avec un billet de 100 millions de dollars. Quand tu prends 40% ou 50% pour les salaires, la rétrocession aux provinces, il ne reste rien pour donner à qui paie l'armée, faire une guerre. Voilà, donc je ferai différentes choses. Moi, mon objectif, c'est d'abord les infrastructures pour augmenter les transactions à l'intérieur du pays. On n'a pas besoin de cuivre ni de cobalt pour augmenter notre production. Parce que nous, on avait fait des taux de croissance élevés avant même que le cuivre le secteur minier commence à augmenter la production. Bon, ce n'est pas le moment de battre ma campagne s'agissant de ce que j'ai fait. C'est ça mon piège. Alors, d'autres questions? J'en ai oublié une.